Connaissance, recherche, sciences, sciences mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Mais c'est exactement la même chose en dimension supérieure. Et donc, je suis en train de manipuler un x à la puissance d, y à la puissance q. Avec d'ailleurs des x qui sont tous les deux positifs ou nuls, et je cherche à savoir quand est-ce que ça, c'est une fonction convexe de x, y. Alors, bien, je regarde, je vais former donc la matrice hessienne et m'assurer que la matrice hessienne est une matrice définie positive. C'est une matrice de 2, il va falloir que les deux termes diagonaux soient positifs ou nuls et que le déterminant soit positif ou nul. Et donc cela me fait d, d-1, x, d-2, yq. Ici, je vais récupérer dq, x, d-1, yq-1. Donc ce que je sais, c'est qu'évidemment q est plus grand que 1, ça je le sais. En revanche, d, je ne sais pas. On voit. Observez néanmoins qu'on a vu qu'il y avait un rapport avec les MFG si A est plus petit que Q-1. Donc 1 plus A moins Q, c'est précisément dire que D est négatif. Mais oublions-le pour l'instant. Donc D, D-1, X, D-2, YQ, DQ, X, D-1, YQ-1. Évidemment, répété ici, symétrie de la dérivée seconde mixte. Et enfin ici, QQ-1, XD, YQ-2. Alors, première chose, c'est évidemment ce terme-là, lui, il est positif. En revanche, le premier, il sera positif si D, D-1 est positif ou nul. Ce qui veut dire que ou bien D est plus grand que est supérieur ou égal à 1, ou bien D est négatif. Bien, ça c'est pour dire que les deux coefficients diagonaux sont positifs. Maintenant, le déterminant. Le déterminant, ça me fait du x à la puissance 2d-2, et je vais ici également récupérer du x à la puissance 2d-2, c'est normal, c'est l'homogénéité. Les y, ça va me faire du y 2q-2, et à nouveau, par homogénéité, je vais récupérer du y 2q-2. Donc je peux prendre x égale 1, y égale 1, et regarder le déterminant. Alors, donc, le signe que je dois avoir, c'est que d, d-1, q, q-1, doit être supérieur ou égal à dq au carré. d2, q2. Bon. Je peux diviser par q parce que q est positif. Et ensuite, je voudrais diviser par d, mais ça dépend. Alors, je vais me débarrasser du cas d supérieur ou égal à 1. D supérieur ou égal à 1, il n'y a aucune chance. Pourquoi il n'y a aucune chance? Parce que si d est supérieur ou égal à 1, vous pouvez diviser par d. Et il vous reste d-1, q-1, dont vous voudrez qu'il soit plus grand que dq. Or, d est plus grand que 1, q est plus grand que 1, ben d-1 est plus petit que d, q-1 est plus petit que d, tout est positif, ben il n'y a aucune chance que le résultat marche. Donc d supérieur ou égal à 1, pas possible. Cette inégalité est impossible. Vous divisez par d et vous voyez que d-1 fois q-1, il est toujours strictement plus petit que dq. Et donc, on est automatiquement dans la situation où d est négatif ou nul. Ce qui est d'ailleurs une bonne nouvelle, puisque c'est le cas qui nous intéresse, avec un rapport avec les MFG. Alors, dans le cas où d est négatif ou nul, regardons un tout petit peu. Je peux diviser par d, mais il faut que je change de signe l'inégalité. Bon, j'élimine le cas d égale 0, qui n'est pas le cas le plus passionnant. Mais puisque c'est le cas a égale q-1. Mais enfin, passons là-dessus. Donc, je divise par d,
Et je change de signe. Cela me fait donc que D-1Q-1 est plus petit que DQ. Je développe le D-1Q-1, ça me fait un DQ des deux côtés. Et je récupère un 1 moins D moins Q qui doit être négatif ou nul. Ouf! Et donc la moralité, c'est que D doit être d'une part négatif ou nul, et d'autre part, il doit être supérieur ou égal à 1 moins Q. Voilà la plage de convexité. La plage de convexité de ce problème de contrôle optimal, c'est D compris entre 1 moins Q et 0. Alors c'est quoi D? On revient en arrière. D, c'est 1 plus A moins Q. D égale 1 plus A moins Q. Donc dire que D est supérieur à Q-1, c'est dire que A est positif ou nul, donc dire que D est supérieur à 1 moins Q, c'est dire que A est positif ou nul, et dire que D est négatif ou nul, c'est précisément dire que A est inférieur ou égal à Q-1. Alors, résumons tous ces calculs. Et là, je suis content parce que hier, sur un bout de papier, je ne trouvais pas ce qu'il fallait. Et c'est ça qu'il faut. Je le sais. Ne me dites pas comment je le sais, ça c'est autre chose. Donc, c'est parce que, en fait, je le sais parce que j'ai fait le calcul une seule fois correctement dans le cas P égale à 2. Et je me suis dit, il doit y avoir une variante du même style. Pour des raisons d'homogénéité dont je vous parlerai plus tard, je sais que c'est Q-1 qui doit sortir. Bref. Ouais. Alors, donc, on a la convexité dans ce cas-là, à ceci près que la convexité, bon, ben, pour A égale à Q-1, vous avez vu, c'est un problème linéaire, donc la convexité, c'est naturel. Alors, avec une puissance Q, ce n'est pas linéaire, mais c'est cousin germain. C'est un problème qui est clairement aussi du style Q laplacien. Donc, la convexité est triviale. Et donc, vous voyez que, par contrôle optimal, la conclusion de tout ce paragraphe, c'est par contrôle optimal, qu'on fait ci-dessus, eh bien, on peut trouver, il existe un unique minimum, et je vais restreindre maintenant A à être strictement plus petit que Q-1, qui, formellement, résout MFG. Voilà la conclusion que l'on a obtenue. Donc, il y a en un certain sens une solution de MFG. Mais pour ça, il y a cette restriction. Alors, B, c'est quoi là-dedans? B, c'est A sur Q-1. Donc, dire que A est positif ou nul, c'est dire que B est positif ou nul, et dire que A est plus petit que Q-1, c'est dire que B est inférieur ou égal à 1, et même strictement inférieur à 1, puisque pour A égale Q-1, c'est-à-dire B égale à 1, on ne résout pas le bon problème. Alors, le cas B égale à 0, c'est les Minfield games habituels. Et donc, je vais pouvoir effacer tous les tableaux qui sont ici et dire que c'est OK par contrôle optimal. Et quand je dis OK, c'est au sens où c'est formellement OK.
on a vaguement une solution faible. Si B est positif ou nul, est inférieur strictement à Q-1. A1, pardon. Ce qui veut dire qu'on est en train de regarder une puissance de M qui est ici positive. On a divisé par du M, mais le M à la puissance, mais il en reste un peu en haut. D'accord? Donc là, il n'y a pas de problème en 0. Bon. Eh bien, on verra que, par exemple, pour P égale à 2, c'est plus compliqué pour des P différents. On verra en fait qu'on loupe par contrôle optimal une planche intéressante. D'abord, c'est le cas B égale à M, qui est quand même B égale à 1, pardon, qui est quand même très rigolo, parce que le cas B égale à 1, c'est le cas qui vire le M. Bon. Donc c'est quand même dommage. On aurait envie de savoir ce qui se passe dans ce cas-là. Ben, le problème est bien posé. Et en fait, pour P égale à 2, on peut aller jusqu'à B égale à 2. Et ça s'arrête après. Donc on loupe la moitié de l'intervalle intéressant et puis la valeur intéressante. Donc le problème de contrôle optimal, après on peut s'y intéresser pour d'autres raisons. Je vous signale d'ailleurs au passage que dans le cas nu égale à 0 avec condition limite et finale, c'est Jean et, comment il s'appelle, voilà, Bruno Nazaré, qui ont regardé ceci comme des sortes d'interpolations entre des distances de Wasserstein et des normes H-1 ou des choses comme ceci, hein, dans le cas P égale à 2. Donc, on peut avoir un intérêt à ces problèmes de contrôle optimal pour ce qu'ils sont. En revanche, ces problèmes de contrôle optimal ne vont fournir de bons candidats ou des candidats à être solution de MFG que dans une plage d'exposants qui n'est, du point de vue de la MFG, qui sera trop restreinte. Voilà la conclusion provisoire à laquelle je voulais, pour l'instant trop restreinte, c'est une affirmation, je ne vous ai rien démontré. Donc, voilà ce que l'on peut dire, l'approche par contrôle optimal, en passant sous silence, d'abord, je ne vous ai pas fait tous les calculs pour montrer avec les changements d'échelle, mais enfin, bon, vous pouvez me croire, et ce n'est pas crucial, puisque de toute façon, on va louper la moitié de l'action, donc ce n'est pas vraiment crucial. Et puis, il y a une difficulté, elle, beaucoup plus sérieuse, qui consiste à dire, c'est bien gentil, mais une fois que j'ai un minimum dans ce cas-là, pourquoi et comment est-ce une solution de MFG? Ça, c'est un problème beaucoup plus sérieux. Parce que encore récupérer cette équation, c'est jouable, parce qu'il y a les M, ça va, on garde la puissance de M. Bon, il faut un peu travailler. Avec un minimum de régularité, c'est à peu près jouable. Mais alors, la première équation, c'est quasiment désespéré. Alors, il y a des choses qui peuvent être faites. Dans le cas nu égale à 0, justement, Bruno, Jean et Filippo Sant'Ambrogio ont regardé un tout petit peu quel type d'équation de L'Euler-Lagrange on pouvait écrire dans ce cas-là. Mais c'est quand même un peu lourd, c'est un peu compliqué, et en plus, ça ne concerne pour les MFG, et à nouveau je reviens sur les MFG, ça ne concerne qu'une partie de l'intervalle intéressant d'étude. Bien, alors comment on va plus loin? Avant de s'intéresser à l'existence, je vais passer un petit moment à vous parler d'unicité. Puis je vais commencer dans le cas P égale à 2. Je vais me faire, parce qu'on a déjà fait beaucoup de calculs, et me lancer en direct avec un calcul que je n'ai jamais fait complètement pour P, je ne le sens pas. Donc pour 2, je l'ai fait, je n'ai pas eu le temps de reprendre mes feuilles, donc on va le réinventer. Mais en tout cas, je sais le résultat qu'il faut atteindre, donc ça c'est déjà un avantage. Même si je sais que vous êtes très attentifs à mes calculs. Alors, donc, on va parler d'unicité. Parce qu'après tout, l'unicité nous donne un cadre dans lequel on se dit le problème il va bien marcher. Et qu'on a déjà une stratégie pour l'unicité.
Donc quand je dis on va parler d'unicité, en fait, je devrais être plus prudent et vous dire qu'on va parler d'unicité en se servant de l'ancienne stratégie d'unicité. Est-ce qu'il y a d'autres cas où on pourrait avoir l'unicité? Je pense que non. Mais je pense. Quoi qu'il en soit, de quoi s'agit-il? Donc, que donne la stratégie habituelle d'unicité? À nouveau, je mets un point d'interrogation. Et là, le point d'interrogation, il va se lever de manière un peu plus agréable que dans le cas précédent. Donc, en ce qui concerne la stratégie d'unicité, alors, je vais prendre une solution UM et une solution VN, qui sont deux solutions de MFG, avec toutes les conditions aux limites, pour simplifier. Deux solutions de MFG. Donc, MFG, c'est tout avec les conditions initiales et finales sur U, M, et donc V et N. Je multiplie l'équation satisfaite par U moins V par M moins N, et je multiplie l'équation satisfaite par M moins N par U moins V. C'est ça la stratégie habituelle d'unicité MFG. Ce faisant, et je somme, j'intègre, et on additionne. Lorsqu'on prend la première équation, U moins V, d sur dt de U moins V, je multiplie par M moins N. Je prends d sur dt de M moins N, je multiplie par U moins V. Je somme, bien j'ai la dérivée totale de U moins V multiplié par M moins N. J'intègre en espace-temps, ça me fait le terme en grand T moins le terme en 0. Mais U moins V en 0, ça vaut 0. Et M moins N en grand T, ça vaut 0. Donc ce terme, comme d'habitude, il disparaît. Ensuite, le deuxième terme, c'est moins nu laplacien U multiplié par M moins N. Et nu laplacien M, M moins N multiplié par U moins V. Ça, le laplacien étant auto-adjoint, ça vaut 0. Et donc, en fait, je n'ai à me concentrer que sur ces trois termes. Alors, ces trois termes, que me disent-ils? Ils me disent, enfin, ces trois termes, c'est les deux derniers termes, ils me disent que 0 est égal à 1 sur P gradient U à la puissance P divisé par M à la puissance, je l'appelle B, c'est ça, oui. Bon, pour l'instant, je fais le calcul avec un P général, et puis on va simplifier le... 1 sur P gradient U puissance P M à la puissance B, moins 1 sur P gradient V à la puissance P divisé par M N à la puissance B. Et ça, c'est multiplié par M moins N et intégré. Et je rajoute à ce terme-là ce que j'obtiens dans la deuxième équation, qui est divergence de gradient U à la puissance P moins 1, M1 moins B, moins gradient U moins gradient V, pardon, à la puissance P moins 1, N moins B. Et tout ça, c'est multiplié par U moins V. Et donc, la moralité, la conclusion, donc là maintenant je peux oublier, et c'est B compris entre 0 et 1. Très bien. Donc là maintenant, j'ai plus besoin des Q, j'ai plus besoin, il n'y a plus que du B et du P. Bien. Alors donc, si je fais l'intégration par partie, je récupère que l'intégrale double, et je vais prendre le... Quand je fais l'intégration par partie, ça me fait un signe moins, et je vais changer de signe. Donc je vais récupérer que gradient U, P moins 1, M à la puissance 1 moins B, moins gradient V à la puissance P moins 1, N à la puissance 1 moins B,
scalaire gradient U moins gradient V. Ça, c'est ce que j'obtiens par intégration par partie, et j'ai changé de signe. Et donc, je mets bien un moins et le terme que j'ai déjà écrit, qui est, je peux mettre un 1 sur P devant d'ailleurs, gradient U puissance P, MB, moins gradient V puissance P, NB, et ça, c'est multiplié par M moins N. Et tout ça, je sais que ça vaut 0. Alors, regardons un tout petit peu, et en fait, ce que je veux dire, c'est que je veux maintenant étudier les relations algébriques sur P et B qui m'assurent que chaque fois que je prends deux vecteurs quelconques, gradient U, gradient V, et deux réels positifs quelconques, M et N, la somme de tous ces termes est strictement positive, sauf s'ils sont égaux. Ça me donnera l'unicité. C'était ça la stratégie d'unicité que l'on avait. Quand on avait avant un f de m, ben là, à la place d'avoir ce bazar, on avait f de m moins f de n qui était strictement positif si f est strictement croissante. Cela dit, c'est un peu plus compliqué là. Bon. Alors, on peut se ramener rien qu'à des réels unidimensionnels en majorant les produits scalaires gradient U, parce que là, c'est un gradient V à la puissance P-2 fois gradient V. Vous avez un gradient U, gradient V qui est multiplié par quelque chose de positif. Donc si je remplace par les longueurs de gradient U, gradient V, je suis en train de retrancher plus, donc ça devient négatif ou nul. Donc, en d'autres termes, écrivons tout maintenant. J'écris gradient U à la puissance P. Alors qu'est-ce que j'ai en gradient U puissance P? On va tous les écrire. J'en ai un de la première équation, c'est m à la puissance 1 moins b. Mais des m à la puissance 1 moins b, j'en ai aussi un qui vient d'ici, mais affecté du poids moins 1 sur p. Donc là, je récupère 1 moins 1 sur p. Par symétrie, je vais avoir la même chose pour v, 1 moins 1 sur p. J'en ai un qui vient de ce produit-là, et j'en ai moins 1 sur p qui vient de ce terme-là fois celui-ci. Il y a 3 signes moins, c'est bien. Ça me fait bien donc le moins 1 sur P qui est là. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les produits purs. Maintenant, il y a les doubles produits. Alors les doubles produits, comme je vous l'expliquais à l'instant, si je les minore, c'est-à-dire en prenant moins gradient U et moins gradient V, je prends que des longueurs n à la puissance 1 moins b. Et je fais la même chose sur le terme gradient U qui est là, gradient V qui est là. Donc ça me fait moins gradient U en norme à la puissance P moins 1, gradient V et M à la puissance 1 moins B. Bien, au lieu d'avoir égal à 0, comme j'ai retranché plus, j'aurai négatif ou nul. Bon. Et enfin, donc là j'ai tenu compte des 4 termes qui étaient en haut et de 2 des 4 termes du deuxième terme. Donc après, il me reste à tenir compte du fait que j'ai aussi des gradients U puissance P qui sont multipliés par des M et des N. Et je les ai avec un plus. Donc les deux derniers termes que je récupère, c'est 1 plus 1 sur P, gradient U puissance P, N divisé par MB, et puis symétriquement, 1 sur P gradient V à la puissance P, M sur NB. Alors, je vérifie, gradient V sur P, N sur MB, 1 sur P, M, c'est correct. Donc, du système de MFG, par cette tambouille, je récupère cette grande formule barbare que je viens d'encadrer. Ah oui, tout à fait. Ça c'est assez important. Donc là, il y a du M1 moins B, et là, il y a du N1 moins B.
Alors, cette inégalité est homogène. Par rapport à gradient U, gradient V, c'est homogène de degré P. J'ai du gradient U puissance P, du gradient V puissance P, ça c'est une puissance P, etc., etc. En M et N, c'est homogène par rapport au couple Mn, c'est homogène de degré 1 B. M1 B, N1 B, etc. Et puis là, c'est 1 B. Et donc maintenant, on est ramené. Vous voyez que fondamentalement, il y aura unicité modulo des cas limites à étudier un peu plus précisément. Il y aura unicité si, quel que soit x, y positif ou nul, quel que soit m, n strictement positif, on n'a que 1 moins 1 sur p, x à la puissance p, m à la puissance 1 moins b, plus 1 moins 1 sur p. Oui. Y à la puissance p, n à la puissance 1 moins b, moins x, y à la puissance p moins 1, n à la puissance 1 moins b. Je ne me suis pas trompé, oui, c'est bon. Parce que si je me trompe, je n'ai aucune chance d'y arriver. Moins x à la puissance p moins 1, y, m à la puissance 1 moins b, plus 1 sur p, x à la puissance p, n divisé par m à la puissance b, plus 1 sur p, y à la puissance p, m, divisé par n à la puissance b, est positif ou nul. Puisque, effectivement, j'en déduirai, comme j'ai une intégrale d'un truc positif ou nul qui est négatif ou nul, le truc qui est à l'intérieur de l'intégrale est nul, et puis on est partout des égalités, et puis après, on peut s'en tirer facilement quand on aura compris en plus le cas d'égalité. Alors, ça, il faut trouver quelle est la plage pour des p plus grands que 1 et pour un b dont on s'intéresse fondamentalement à des b positifs ou nuls. Mais quelle est la plage de p et de b qui font qu'une inégalité comme celle-ci est vraie? Donc, bien qu'il y ait des centaines de pages dans le livre de Polya et Zeghe sur les inégalités, avec des dizaines et dizaines d'exercices sur toutes les inégalités qu'on puisse imaginer, hélas, pour moi, pour vous, celle-ci ne se trouve nulle part, à ma connaissance, parce que quand on est nulle part, bon, c'est une mauvaise nouvelle. En plus, ça, c'est vraiment le genre de souvenir d'inégalité, en plus compliqué, comme uniquement quand on se trouve être en classe préparatoire, on est obligé de les faire. Hein. C'est vraiment la seule période de la vie où on doit se taper des inégalités comme ça. Bon. Bien. Alors, pardon? C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Mais ça ne suffira pas, parce que le cas P différent de 2 est très instructif. Mais on le comprendra. Qu'est-ce qu'il y a, Guillaume? Tu as l'air tout préoccupé. Tu es tout chose, là. Pourquoi tu aimes ça? C'est ton esprit topinal qui ressort? Non. Dommage, sinon tu m'aurais fait les calculs. Bon. Alors, on va faire P égale à 2. Alors, en fait, on n'a pas besoin, par l'homogénéité dont je parlais, hein, comme il y a l'homogénéité en x, y, c'est homogène de degré P, et en Mn, c'est homogène de degré 1 B.
Tiens, d'ailleurs, 1 moins b. Donc il y a un cas qui est particulièrement simple, qui est le cas b égale à 1, d'ailleurs. Donc ça, on pourrait quand même peut-être celui-là commencer par le regarder, celui-là. Parce qu'en plus, il marche. Donc, premier cas, b égale à 1. Alors, b égale à 1, vous voyez que les m à la puissance 1 moins b, ça devient 1, les n à la puissance 1 moins b, ça devient 1, et donc l'inégalité devient un vrai plaisir. C'est xp, enfin je dis ça marche, mais j'ai pris un risque. Je sais que c'est vrai, mais moins x à yp moins 1, je sais que c'est vrai, mais je pense n'avoir jamais fait le calcul de cette inégalité. Mais il n'y a pas le choix, il y a des choses qui sont vraies, sans qu'on n'ait jamais fait la démonstration. 1 sur p, xb, xp, n sur m, plus 1 sur p, yp, m sur n. Alors ça, c'est des inégalités de convexité. Ouais, xyp moins 1. Je crains qu'il n'y ait pas énormément d'astuces. Alors, vous voyez, sur l'histoire de l'homogénéité, ce que je veux dire, c'est que dans un cas comme ça, on peut toujours prendre y égale à 1, parce que vous pouvez diviser par y puissance p. Et vous remplacez l'inégalité en une égalité avec x qui est remplacé en x sur y. Donc, ça, c'est l'homogénéité. Bien. Alors, en x égale à 1, donc vous avez une fonction phi de x qui est maintenant 1 moins 1 sur p, x à la puissance p, plus 1 moins 1 sur p, moins x, moins xp moins 1, plus 1 sur p, x à la puissance p, n sur m, plus 1 sur p, m sur n. Oui, je dis que ça marche, mais je pense que là, je vais m'empresser de reprendre p égale à 2 dans un instant, dans le cas général, parce que ce n'est pas si simple que ça. Alors, si je regarde ce qui se passe, et je ne suis pas sûr que ce soit en x égale 1 qu'il faille regarder les choses, mais on sent bien qu'il va falloir dériver ce truc-là, parce qu'il y a un point de minimum, et il faut vérifier qu'en ce point de minimum, c'est positif ou nul. Et en ce point de minimum, ce qui va se passer, c'est que, on va faire un gros calcul, et ça va dépendre de m et de n. Mais à nouveau, ce que je peux quand même vous dire, c'est que lorsque m est égal à n et x est égal à 1, ça vaut 0. Ça, on doit s'y attendre. Donc ça, on peut quand même le vérifier. C'est 1 moins 1 sur p, plus 1 moins 1 sur p. Vous voyez qu'ici, vous récupérez plus 1 sur p, plus 1 sur p. Donc ça fait 2 moins 2. Ça vaut 0, ça c'est normal. Mais c'est automatique. C'est évidemment, lorsque gradient U est égal à gradient V, M est égal à N, tout ça, ça vaut 0. Bien. Donc déjà, rien que dans ce cas B égale à 1, où ça paraît un peu plus simple, c'est pas si simple que ça, sauf pour P égale à 2. Donc ça, je vais m'empresser de le mettre de côté et on reprendra, j'aurai 15 jours pendant les vacances pour faire le calcul correct pour un P différent de 2. 3 semaines. En 3 semaines, je devrais arriver à faire le calcul. Peut-être. Sinon, je parlerai d'autre chose. Donc, dans le cas P égale à 2. Alors, le cas P égale à 2, je vais réécrire, je récupère donc 1 demi de x carré m à la puissance 1 moins b, plus 1 demi de y2 à la puissance 1 moins b, plus 1 demi, alors je vais regrouper les x2, pardonnez-moi, 1 demi de x2, m plus n sur mb. Regarde, ça j'aurais pu le faire avec un x puissance p, mais c'est plus joli avec le 1,5. Effectivement, j'ai regroupé 1 demi de x carré, et j'ai m sur mb et n sur mb. Donc ça fait m plus n sur mb.
par symétrie, je vais avoir 1 demi de y2 m plus n sur nb. Donc là, j'ai tous ces termes-là. Et il ne me reste plus que les termes en xy. Hein, ça paraît tout de suite beaucoup plus simple. Et donc, moins xy. Et xy, parce que c'est p-1, j'ai n à la puissance 1 moins b et plus m à la puissance 1 moins b. Et donc la question, c'est quand est-ce que ceci est toujours positif ou nul? Alors déjà, je vais dire à m et n fixés, quand est-ce que ceci est toujours positif ou nul pour tout xy? Eh bien, c'est positif ou nul pour tout xy si le discriminant a le bon signe. Quel bon signe? Eh bien, le signe qui est cohérent avec le signe de ceci, par exemple, lorsque x est très grand, vous voyez que si, disons, y égale à 0, ben c'est positif, m et n sont positifs. Donc si je ne veux pas que ça change de signe, il ne doit pas y avoir de 0 pour le polynôme de degré 2. Dire qu'il n'y a pas de 0, c'est dire que le discriminant est négatif. OK? Donc, en d'autres termes, je dois être sûr que n-b plus m1 moins b au carré, quel que soit n et m, doit toujours être inférieur à m plus n au carré, n à la puissance b, m à la puissance b. Ce qui commence à devenir très symétrique. Bon, là, on commence à se rassurer. On se dit ça, on devrait arriver à comprendre une telle inégalité. Alors, on peut d'ailleurs, si on en a envie, on peut aller même un peu plus loin, si je me souviens bien. Ouais. Donc, n sur nb. Ouais, bon. Ça, ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire. Alors, n de moins b. Bon. Donc, cette inégalité. Proposition, cette inégalité est vraie, quel que soit m et n, si elle est seulement si. b est inférieur ou égal à 2. OK. Donc je prends, pardonnez-moi, je vais prendre des b qui sont positifs, strictement positifs. B égale 0, c'est le cas habituel. On est évidemment dans des cas de congestion, on paye plus, donc b positif. Donc, OK, si et seulement si, b est inférieur ou égal à 2. Et donc, on a une unicité jusqu'à b égale à 2. Alors justement, ce n'est pas idiot de regarder ce qui se passe à b égale à 2. Parce que b égale à 2, c'est quand même un cas très simple. Là, c'est 1 sur n plus 1 sur m. 1 sur n plus 1 sur m au carré. Donc pour b égale à 2, le membre de gauche, c'est 1 sur n plus 1 sur m au carré. Et lorsque vous réduisez au même dénominateur, qu'est-ce que vous récupérez? Vous récupérez précisément n plus m au carré sur n2, m2. En d'autres termes, vous récupérez le membre de droite. Donc il y a égalité totale lorsque b égale à 2. C'est quand même un cas intéressant, b égale à 2. Donc ça marche pour b égale à 2. Ça marche pour b égale à 0. Parce que pour b égale à 0, qu'est-ce que vous avez? B égale à 0, vous avez n plus m au carré. B égale à 0, vous avez n plus m au carré. Donc pour b égale à 0, la remarque, c'est que pour b égale à 0 et pour b égale à 2, en fait, il y a égalité. C'est les deux cas. B égale à 0, c'est Minfield Games tels qu'on les a étudiés jusqu'à présent. C'est exactement ça. Hein. Et b égale à 2, c'est l'autre cas qui est parfait aussi du point de vue de ce calcul. Et entre les deux, ça marche encore. Alors regardons b égale à 1. Parce que
si on a un intervalle, que ça marche en 0, que ça marche en 2 et que ça marche en 1, je pense que vous croirez que ça marche entre les deux. Je vous ferai le calcul, mais là, je commence à fatiguer. Donc, B égale à 1. Et donc, maintenant, vous comprenez aussi un peu mieux pourquoi je n'ai pas du tout envie de me lancer dans des non-linéarités générales, donc avec des h de x et de m. Il faut trouver l'analogue pour des Hamiltoniens. Quand est-ce que, et des dépendances ponctuelles en M, quand est-ce que de telles inégalités sur des points ou des vecteurs ont lieu? Oui, il y aura toujours, il y aura un ensemble d'Hamiltoniens qui donneront de non-linéarités qui vont donner l'unicité, mais l'identifier précisément, c'est vraiment une question algébrique qui, à mon avis, n'a pas de réponse explicite. Mais enfin, ce n'est pas inintéressant. C'est l'identification, je pourrais le reposer autrement, si vous voulez. C'est une question, je dirais presque de géométrie algébrique, un truc comme ça. C'est une question d'identification de l'ensemble des Hamiltoniens, telle qu'une certaine expression algébrique complexe est toujours positive ou nulle, et donc conduit à l'unicité. Bon, j'en dirai quelques mots une autre fois. Je vous ai promis B égale à 1, parce que B égale à 1, ça doit quand même être simple. B égale à 1 ici, ce que vous avez, c'est 4. Et vous vous demandez si 4 est plus petit que m plus n au carré, nm. Ben oui, ça c'est 4nm plus petit que m plus n au carré, ce qui est précisément dire m moins n au carré est positif ou nul. Bon, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même assez joli cette inégalité, parce que pour b égale à 1, c'est le binôme, pour b égale à 0, b égale à 2, c'est deux identités remarquables, et c'est une classe d'inégalités qui interpole entre toutes ces inégalités bien connues. Bon. Et puis en plus, il y a la cerise sur le gâteau, il y a extension en P. Donc c'est effectivement surprenant que Pauli Heisege n'ait pas consacré quelques pages à ce genre d'inégalité, parce qu'en plus, elle est plutôt jolie. Bon. Alors, si on veut un tout petit peu avancer sur cette inégalité, alors que fatigant quand même. 51, bon, je prends un risque, allez, tant pis, sinon je vous ferai ça tranquillement. Allez, il faut vivre dangereusement. Donc, une possibilité, c'est de multiplier les deux termes, le membre de gauche et le membre de droite, par nb, mb au carré. Donc, si vous faites ça, vous récupérez que nmb, je multiplie par nb au carré et mb au carré. Ce faisant, il y a un nb qui rentre à l'intérieur, ça me fait du n, et il y a un mb qui rentre à l'intérieur. Donc ça fait nmb plus mnb, dont on se demande quand est-ce qu'il est plus petit que m plus n au carré fois mb nb. Bon, il n'y a plus de puissance négative, et il y a un carré qui manque. Bon. Alors, je vais à nouveau me servir des lettres x, y, pardonnez-moi. Je vais poser x égale 1 sur m, et y, bon, je n'aurais pas dû faire ce que j'ai fait, tant pis, c'est pas grave. Y égale 1 sur n. Donc j'ai 1 sur xby plus 1 sur ybx, dont je me demande si ceci est plus petit que 1 au carré, 1 sur xb yb, c'est ça, 1 sur x plus 1 sur y au carré. Bien. Alors, si à nouveau je réduis au même dénominateur,
Je vais donc en déduire ici x2b, y2b, x2, y2, xyb plus yxb oui. Est inférieur à x plus y au carré sur xy, x2, y2, ce qui a le bon goût de partir. Et il me reste un xb, yb. Alors, qu'est-ce que je voulais faire avec ça? xb, yb. xyb plus yxb au carré. Et donc, vous voyez que l'inégalité qui est ici est invariante par inversion. Hein, on retombe sur la même inégalité. Alors, ça va nous permettre de délimiter les arguments, puisque comme elle est homogène, on peut toujours prendre n égale à 1. D'accord? Et si elle est vraie pour n et m, elle est vraie pour 1 sur n et 1 sur m. D'accord? Donc, cela veut dire que non seulement je peux prendre n égale à 1, mais je peux prendre m compris entre 0 et 1, par exemple. Ou supérieur ou égal à 1 si j'en ai envie. Et je sais que la fonction qui est là s'annule, enfin, l'une quelconque de ces fonctions s'annule en n égale à m. Ben, je n'ai pas le choix, il va falloir que je calcule la dérivée, hein, et puis que je démontre que la dérivée a un signe. Bon. Donc, en ce sens-là, ce sont des très jolies inégalités, parce qu'il y a beaucoup d'invariance. Vous voyez, cette invariance par inversion, c'est aussi assez rare dans les inégalités. Donc, elle est très propre comme inégalité. Bon, ça nous fait une belle jambe. Je ne sais plus très bien où j'en étais avec tout ça. J'en suis à vouloir regarder la fonction 1 plus m au carré moins mb, hein, j'ai multiplié par mb, fois 1 plus m à la puissance, c'est 1 moins b, hein, oui, c'est ça, 1 moins b au carré. Et la question que je me pose, c'est si ça est positif ou nul pour tous les m compris entre 0 et 1. En m égale à 0, c'est vrai. En m égale à 1, je vais quand même vérifier que je ne me suis pas trompé dans mes calculs. Ça me fait bien 4 moins 4, ça vaut bien 0. Bon. Je ne sens pas le calcul de la dérivée, mais je vais me lancer quand même. Donc, je calcule la dérivée, 2m. Donc, ça vaut 0, c'est phi de m. Donc, phi de 1 vaut 0. Donc, idéalement, lorsque je calcule phi' de m, comme ça vaut 0 en 1 et que je veux que ça soit positif, bien, le bon signe que je dois pouvoir trouver pour la dérivée, c'est négatif. Donc, phi' de m, je récupère un 2m. Je différencie ceci, ça fait moins bm, b moins 1, 1 plus m, 1 moins b au carré. Ouais. Et puis, moins 2 fois 1 moins b, moins 2 fois 1 moins b, 1 plus m à la puissance 1 moins b, 1 plus m à la puissance 1 moins b, multiplié par mb, multiplié par m puissance moins b. C'est pour ça que je n'écris rien d'autre. Bon. On n'est toujours pas au bout de nos peines. Parce que ça, je voudrais comprendre quand est-ce que ceci est négatif ou nul. Ou le 2 de... C'est 2 fois 1 plus m, oui, pardon, oui, merci.
oui. Alors, est-ce que ça, c'est... en m égale à 1, donc pardonnez-moi, je vais toujours vérifier les choses en m égale à 1. En m égale à 1, ça me fait 4. En ci, je vais avoir moins 4b. Et ici, moins 4, 1 moins b. Donc, vous voyez que phi' de 1, ça vaut 0. Donc, on sent bien qu'il va falloir encore dériver. Pardon? Non, parce que quand on dérive m puissance 1 moins b, il y a un m moins b qui sort, qui s'en va avec celui-là. Donc non, ça, la dérivée phi' de 1, ça vaut 0. Et d'ailleurs, si on regarde phi' en 0 formellement, hein, là, ça dépend un tout petit peu de savoir si b est plus petit que 1 ou plus grand que 1. Si b est plus petit que 1, donc ce terme vaut 0, ici vous avez 2. S'il est plus petit que 1, en revanche, ici, vous avez moins 2 fois 1 moins b. Donc là, il y a un truc que je ne comprends pas sur mon inégalité lorsque b est compris entre 0 et 1. Je crains qu'il y ait une erreur de calcul quelque part. Là, hein. Je répète, en m égale à 0, parce que je trouve que la dérivée est positive. Alors, est-ce que je me suis quelque part trompé de signe? Donc, je veux que ceci soit vrai. En b égale à 1, c'est la bonne inégalité. Pour dire que c'est la bonne inégalité, j'ai réécrit les choses avec 1 plus m carré moins n moins mb, 1 plus m1 moins b au carré. Donc ça, c'est correct. En 1, cela vaut bien 0. Je m'intéresse à un m qui est inférieur ou égal à 1. Je regarde phi' de m. Et là, le calcul semble être à peu près correct. Et donc, phi'... Ah oui, d'accord. Mais phi' en 0, lorsque b, j'ai bien droit à b compris entre 0 et 1. Si b est compris entre 0 et 1, évidemment, ça vaut moins l'infini. Donc, c'est correct. Bon, pardonnez-moi. Et si b est plus grand en 0, en m égale à 0, ça explose. Donc phi' en 0 est bien négatif ou nul. En revanche, si b est plus grand que 1, c'est celui-là qui explose. Donc il y a toujours un des deux termes qui explose. Donc effectivement, la chose est cohérente, mais vous voyez que comme phi' de 1 est égal à 0, c'est encore une inégalité qui est un peu subtile. Alors, ce n'est pas complètement idiot de la désingulariser, mais il est déjà tard. Donc, je redémontrerai cette inégalité, je vous reparlerai, mais grosso modo, donc, une voie possible, mais il y a une démonstration beaucoup plus agréable que ceci, moins bestiale. Là, c'est comme je ne me souviens plus du tout de comment faire une démonstration élégante, je me lançais dans le calcul. Alors là, si on continue le calcul, on va voir phi seconde. On va récupérer ici moins b, b moins 1, m, b moins 2. Bon, mais on va multiplier tous les termes, on va avoir encore une inégalité qui est un tout petit peu compliquée, mais la phi seconde au point 1 ne sera plus nulle. Donc, je ne vais pas me lancer, il est déjà plus de 11 heures, je ne vais pas me lancer dans le calcul maintenant. Donc, je reprendrai calmement ce calcul. Le résultat de la proposition, c'est ça qui est important. Vous voyez le type de manipulations qui sont en jeu. Pour cette inégalité, en tout cas, cette proposition est quand même vraisemblable puisque, je le répète, dans le cas b égale à 0, b égale à 2, ce sont des identités et non pas des égalités, et que dans le cas b égale à 1, c'est une inégalité standard et absolument cruciale. Donc, ce que l'on voit apparaître, conclusion, c'est que pour ces systèmes de MFG, on a une semi-approche par contrôle optimal. Je conclus. Si b est compris entre 0 et 1, en revanche, on voit, même s'il y a encore un petit calcul que je devrais refaire, qu'il y a unicité si b est compris entre 0 et 2. Alors, unicité de solution relativement régulière et implicitement là-dedans, il y a g des m positif ou nul, des n positif ou nul. Donc, on devra retravailler l'unicité en fonction du type de solution que l'on obtiendra. Parce que je vous le dis tout de suite,
que je saurais démontrer qu'il existe des objets résolvant ceci, mais je ne peux pas exclure le fait que M s'annule. Et donc, j'aurai en fait une formulation qui dira ou bien M est strictement positif et l'équation a lieu, ou bien M égale à 0 et alors gradient U égale à 0, et l'équation a lieu avec ici un terme qui est simplement un terme positif ou nul. Donc c'est comme si vous aviez une inégalité là où M vaut 0. Eh bien, ça suffira pour l'unicité. Donc on se rendra compte que la démonstration de l'unicité, ça ne change rien. Donc ça sera la bonne nouvelle, mais vous voyez qu'il y a quand même énormément de problèmes ouverts, en particulier de savoir si on a des solutions qui restent strictement positives. Et puis, comme d'habitude, on pourra regarder le cas nu égal à 0 pour tester l'ellipticité. Et je vous annonce d'ores et déjà que, par exemple, pour P égale à 2, c'est ce qu'on fera dans les 2 dernières séances, que pour P égale à 2, eh bien, l'ellipticité du système résultant lorsque nu est égal à 0, ça sera à nouveau pour B compris entre 0 et 2. C'est la bonne plage dans laquelle les problèmes sont bien posés. Bon, alors il y aura un certain nombre de calculs algébriques, comme vous l'avez bien compris, qui sont nécessaires dans ce cas-là. Donc je vais essayer, pendant les quelques semaines qui viennent, de vous en faire une présentation, de préparer une présentation la plus agréable, la plus élégante possible, même si au démarrage, quand on veut démontrer une telle inégalité, je ne vous cacherai pas qu'on y va systématiquement avant de trouver l'astuce. Une fois qu'on est arrivé à démontrer l'inégalité par la force brutale, après, éventuellement, on se permet de chercher l'astuce. Mais au démarrage, je dois dire, je n'avais aucune idée de quelle était la plage d'intervalle, donc j'y suis allé systématiquement jusqu'à ce que je puisse établir une inégalité. Donc, à suivre sur cet aspect d'inégalité, mais gardons en tête cela, et gardons en tête le fait que bien l'unicité, lorsque vous avez une interaction beaucoup plus forte entre gradient U et M, c'est algébriquement beaucoup plus compliqué. Ce n'est pas infaisable, mais c'est beaucoup plus compliqué. Sur ce, merci de m'avoir tenu compagnie aujourd'hui. Je vous souhaite d'excellentes fêtes et à la rentrée.